Donc nous accueillons maintenant le docteur Anne-Laure Bock. Vous êtes neurochirurgien, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique assistant et docteur en philosophie. Vous êtes membre du conseil scientifique du séminaire d'éthique biomédicale du Collège des Bernardins. Vous êtes membre de l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfance et l'adolescence, la petite sirène, qui a été évoquée tout à l'heure par Olivia Sarton. Et vous avez publié Médecine technique, médecine tragique, le tragique, sens et destin de la médecine moderne. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Donc je vous parle un peu tôt, parce que je ne peux pas rester avec vous pendant toute la journée, un peu tôt des aspects médicaux et chirurgicaux de la prise en charge de la transition. Mon plan sera le suivant, je vais faire une courte introduction et ensuite très vite j'entrerai dans le vif du sujet médical en parlant de la partie d'abord médicale, l'hormonothérapie. Donc il y a l'hormonothérapie croisée, des hormones féminisantes ou masculinisantes, puis les bloqueurs de puberté, puis je parlerai de la chirurgie et ensuite je ferai une discussion, enfin j'introduirai la discussion. Dans mon introduction, je dois dire d'abord ce que j'ai écrit tout en bas, le « d'où parles-tu » classique que on connaît bien depuis les mai 68. D'où est-ce que je parle ? Eh bien, je ne parle pas réellement de l'intérieur de la prise en charge de ces enfants transitionneurs, puisque je ne suis pas un médecin qui m'occupe d'enfants et encore moins d'enfants atteints de dysphorie de genre. De part plutôt de l'extérieur, je suis neurochirurgien, donc j'opère plutôt les têtes que les seins ou la partie du bas, la partie génitale. Je ne suis pas non plus chirurgien plasticien. Alors ça me donne un inconvénient, c'est-à-dire que je ne suis pas un vrai expert, vous voulez, mais ça me donne quand même une espèce de liberté par rapport à ce sujet. En fait, mon sujet, c'est la technique. J'ai fait de la philosophie pour interroger mes pratiques de chirurgien. Donc, je suis un philosophe de la technique, pour dire de manière un peu prétentieuse, et je m'intéresse à la psychologie aussi des médecins qui pratiquent et des chirurgiens qui pratiquent ces traitements. Donc, j'ai une approche philosophique de la pression et de la séduction de la technique, dans lequel on pourra sans doute parler de ça à la fin de mon intervention dans la discussion, qui sera le point de vue des praticiens qui font ce type de traitement. Voilà pour cette limite que je laisserai. Donc, je reconnais que je ne suis pas vraiment dans le traitement de ces enfants, mais ça me donne la liberté de le critiquer peut-être. Dans mon introduction, Olivia a déjà parlé de cette tension entre sexe et genre, entre biologie et société. Donc le sexe, c'est la biologie. Alors, il y a la partie phénomène. Le phénomène, c'est ce qu'on voit. La forme du corps est différente entre les hommes et les femmes, le masculin et le féminin. Et puis, il y a le génotype. Les chromosomes, si vous voulez, sont différents entre les femmes qui sont XX et les hommes qui sont XY. Dans certains cas, il y a des intersexes. Ce sont des maladies très rares et ce sont des cas pendant le développement du fœtus où il y a des anomalies biologiques et hormonales qui se font et qui entraînent une ambiguïté sexuelle à la naissance. C'est-à-dire que les enfants, les nouveau-nés qui naissent, ont des organes qui sont entre la fille et le garçon et on a du mal à savoir s'ils sont l'un ou l'autre. Leur phénotype est intersexe, mais en général, enfin, même s'ils ont un phénotype intersexe, ils ont un génotype, leur chromosome, qui soit XX, soit XY. Et il y a d'autres cas où il y a des enfants qui ont bien un phénotype masculin ou féminin à la naissance, mais qui ont des anomalies chromosomiques qui pourraient faire penser qu'ils ne sont pas complètement XX ou complètement XY. Ce qui est le plus connu, c'est le syndrome de Turner, avec un seul X, ou le syndrome de Klinefelter, XXY. Et pourtant, ces enfants-là ont un phénotype masculin ou féminin. Ça, ce sont des maladies rares, très rares, et on n'en parlera pas, et ce n'est pas du tout le problème des dysphories de genre. Donc on ne parlera absolument pas des intersexes, qui sont un problème difficile d'ailleurs, et qui sont très très différents. Donc on va parler ce qu'on appelle maintenant des transgenres. Et effectivement, c'est pas mal parce que le sexe biologique est une donnée qui ne pourra pas être modifiée par la prise en charge médicale, en fait. On peut parler d'être et de paraître.
l'identité, l'être biologique, et le paraître, l'apparence, la société, la façon dont on se présente aux autres. Vous voyez que le problème de la dysphorie de genre est quelque chose qui est dans le rapport, la relation avec les autres, dans la présentation. Et il y a aussi une tension entre fonction et apparence. Donc l'être, le paraître, la fonction et l'apparence. Dans la fonction, évidemment, le sexe a une fonction, notamment dans le fait d'avoir des rapports sexuels, la fonction d'avoir sans doute du plaisir sexuel, et le fait d'avoir des enfants. Donc, vous voyez, de manière très biologique, la fonction, on va en parler sur ces deux modes, et l'apparence, c'est la façon dont on se présente aux autres. Donc, ce que les transgenres ne sont pas, j'ai déjà dit, ils ne sont pas des intersexes, et ils ne sont pas non plus des homosexuels et bisexuels. Puisque chez les homosexuels et bisexuels, le corps est ce qu'il est, il n'est pas modifié, mais c'est le choix de l'objet sexuel et l'objet affectif qui est différent par rapport à ceux qui sont cis. Mais en vérité, les homosexuels et bisexuels restent complètement dans leur genre et dans leur sexe d'origine. D'accord ? Donc, on va parler bien des transgenres. Alors actuellement, la mode, c'est dire trans. C'est plus facile, les militants utilisent ce terme qui fait sortir un peu cette discussion entre transsexuels, qu'on disait autrefois, et transgenres. Donc moi, mon sujet, c'est donc les possibilités médicales. Donc je vais vous faire un petit panorama de ce qu'on offre comme possibilité aux personnes qui veulent changer de genre, que ce soit des enfants ou des adultes. Là, il y a donc 3 parties. Il y a l'hormonothérapie croisée, les bloqueurs de puberté, la chirurgie. Et je vais commencer tout de suite par l'hormonothérapie croisée. Comme Olivia l'a dit, on prend ce terme américain, male to female, ou femelle to male, MTF, FTM. Donc il s'agit d'un passage de l'un à l'autre, et on va utiliser des hormones sexuelles. Il faut des hormones sexuelles, les hormones de l'autre sexe, et il faut aussi éventuellement des anti-hormones pour contrecarrer les hormones naturelles. Cette hormonothérapie croisée se fait à partir de l'âge de la puberté, globalement, à partir de l'âge de 15, 16, 17 ans, mais c'est sur des personnes qui sont déjà avec des caractères sexuels de leur sexe de naissance. D'accord ? Parlons d'abord de l'hormonothérapie féminisante. Donc, un garçon de naissance, un homme de naissance qui veut se rapprocher du phénotype. Phénotype, je redis, c'est l'apparence d'une femme. Donc on va utiliser des anti-androgènes, des anti-hormones masculines, plus des hormones féminines. Et les hormones féminines, c'est l'œstradiol, plus ou moins la progestérone. Quels sont les effets désirés ? Donc c'est se rapprocher d'un phénotype, d'une caractéristique, d'une apparence féminine avec la croissance des seins, la peau avec une dépilation et un affinement de la peau et des muscles, donc faire disparaître les poils de barbe et la pilosité qui est plus importante chez les hommes que les femmes. Et ça modifie aussi la répartition des graisses. Vous savez que la répartition des graisses est différente entre les hommes et les femmes. Donc les femmes ont plus de graisse au niveau du bassin et des fesses, et les hommes ont plus de graisse sur le ventre, si vous voulez. Donc ça modifie la forme du corps. Et ça, c'est quelque chose qui se fait assez bien avec les anti-hormones masculines et les hormones féminines. Quels sont les effets indésirables ? Donc c'est diminuer les caractères sexuels secondaires, donc ça donne une atrophie testiculaire, une impuissance évidemment constante, et une stérilité d'ailleurs, c'est-à-dire que les caractères masculins vont s'effacer au profit des caractères féminins et entraînant donc une stérilité. Et il y a un effet secondaire qui est constant, qui est l'ostéoporose au bout d'un certain temps. En fait, les hormones sexuelles de votre sexe d'origine jouent sur la fabrication des os. Donc ça entraîne une atrophie, en quelque sorte, des os, progressivement. Évidemment, ce n'est pas en quelques mois, mais en quelques années, il y a une ostéoporose qui est un problème. Par ailleurs, il y a souvent une modification de la peau qui entraîne une sécheresse cutanée. Il y a souvent une prise de poids. Ça modifie la coagulation sanguine.
avec un risque de phlébite et d'embolie pulmonaire, avec une augmentation de la coagulation sanguine. Et il y a au bout de quelques années un risque cardiovasculaire avec une modification du cholestérol, le fait de favoriser l'infarctus du myocarde et peut-être des accidents vasculaires cérébraux. Il y a des effets neuropsychologiques avec probablement des dépressions. Il peut y avoir quelques modifications du métabolisme de la bile avec plus de calculs biliaires, voire des hépatites. Et peut-être des cancers hormono-induits, mais ça c'est sur les très longs cours, mais il y a probablement des effets de modification profonde en fait de la croissance des cellules qui favoriseraient certains cancers au très long cours. Pour l'hormonothérapie masculinisante maintenant, donc là il faut prendre des antigonadotropes, toujours les mêmes, et au contraire donner de la testostérone. Et c'est la testostérone qui va induire une transformation de l'apparence en direction du phénotype féminin. Les effets désirés sont d'abord la croissance du clitoris, qui va ressembler davantage à un pénis, donc avec une croissance de cet organe. La voix devient plus grave, alors surtout si les hormones ont été prises à un âge jeune, mais ça entraîne la voix grave, le développement de la pilosité sur le corps et la barbe, et le développement de la masse musculaire et l'épaississement de la peau. Enfin, l'augmentation de la libido. Les effets indésirables, c'est l'atrophie des caractères féminins, avec une atrophie vaginale, des douleurs éventuellement, ou douleurs utérines. Vis-à-vis de la peau et des poils, il y a une alopécie qui s'installe. Vous savez qu'en général, les hommes ont moins de cheveux, en tout cas ce qu'on appelle les golfes temporaux, c'est-à-dire que la racine des cheveux est plus postérieure chez les hommes que les femmes. Donc, il va y avoir... Alors, c'est peut-être vu comme quelque chose de désirable, hein, si le but, c'est de ressembler à un homme. Donc, une alopécie. L'épaississement de la peau donne assez souvent une acné. L'ostéoporose de la même façon que dans les hormonothérapies M2F, le risque cardiovasculaire, là aussi, avec notamment le risque d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde et d'AVC, de manière plus marquée, parce que vous savez que les hommes ont un risque cardiovasculaire plus important que les femmes. Et bien là, le fait de se rapprocher du phénotype masculin va annihiler en quelque sorte cette relative protection qu'avaient les femmes par rapport aux hommes vis-à-vis du risque cardiovasculaire. Sur le plan neuropsychologique, il peut y avoir une certaine agressivité. L'augmentation de la libido s'accompagne avec une agressivité. Là encore, on peut dire que le phénotype féminin se rapproche du phénotype masculin, qui a une psychologie éventuellement un peu différente, avec une certaine agressivité. Mais là aussi, une dépression est possible. Les possibilités d'hépatite et de cancer hormono-induit, il y a un certain doute, parce que sans doute faut-il de nombreuses années, mais ça, c'est une crainte qui est importante. Que dire pour finir sur l'hormonothérapie croisée? Donc, je redis que c'est à partir de l'âge de la puberté, 15, 16, 17 ans, sur des adultes. Pendant le traitement, la stérilité est très rapide et constante. Elle est peut-être réversible à l'arrêt du traitement, mais certains effets sont irréversibles. Par exemple, la modification de la voix, par exemple l'alopécie, est quelque chose qui est irréversible. C'est un traitement qui est suspensif, donc il doit être pris à vie, car si on arrête le traitement, on revient au moins partiellement en arrière. Donc, effectivement, ça nécessite d'être pris au long cours avec tous les effets secondaires dont certains ne sont pas constants, hein, mais donc, tous les effets secondaires, il ne faut pas voir les effets secondaires comme forcément une liste qui s'applique automatiquement à toutes les personnes. Vous savez que la médecine se fait beaucoup par statistiques et probabilités. Quand on liste des effets secondaires, on a les fréquents, les constants, les fréquents, les rares. Donc toutes les personnes n'auront pas forcément tous les effets secondaires, mais potentiellement, ils peuvent avoir un effet secondaire après l'autre. Par exemple, le risque cardiovasculaire ne va pas être d'emblée, il sera sans doute au bout de quelques années, mais peu à peu, il peut y avoir une sommation des effets secondaires. En tout cas, c'est un traitement qui doit être pris à vie. Et on a déjà parlé du fait que ce sont des gens qui ont besoin à vie d'un support médical, en fait, qui étaient vraiment bien portants et qui sont à vie prisonniers d'un besoin de support médical. Voilà pour la partie hormonothérapie croisée. Je redis qu'il concerne assez peu les enfants et qui concerne plutôt les grands enfants, je dirais les adolescents, puisque ça ne se commence pas avant dans la petite enfance.
Dans la petite enfance est proposé ce qu'on appelle les bloqueurs de puberté. En effet, il y a cette émergence de la problématique chez les enfants, les petits-enfants, avant l'âge de la puberté. Ces enfants qui ont un phénotype masculin ou féminin et qui prétendument souffrent de phénotype, on va leur éviter l'apparition, l'accentuation, si vous voulez, de leur phénotype. Alors, un petit garçon ou une petite fille, c'est bien un petit garçon ou une petite fille, mais les caractères sexuels d'un enfant sont encore peu marqués, ce qui fait qu'un enfant est encore assez intermédiaire. Bien sûr, ses organes génitaux externes sont bien du phénotype masculin ou féminin, mais vous voyez bien qu'un petit garçon ou une petite fille peut ressembler à l'autre sexe. Donc, au moment de la puberté, les caractères sexuels secondaires apparaissants vont être de plus en plus marqués et éviter cette aggravation de la différence des sexes est le but des bloqueurs de puberté. L'apparition des seins et des règles chez les filles, chez les garçons, la pilosité, la croissance du pénis, la mue, la modification de la voix. Les enfants ont tous la voix aiguë. Donc quand le garçon devient un homme, sa voix devient grave. Eh bien, s'il souffre de la voix grave, on pourrait empêcher le passage de la voix grave, le développement de la pomme d'Adam, etc. Donc c'est les enfants en âge de puberté, aux alentours de 10 ans, 12 ans, entre 10 et 12 ans, un peu plus tôt chez les filles que chez les garçons, puisque la puberté est à peu près 2 ans plus tôt chez les filles que chez les garçons. Donc pour les filles, on pourrait dire à partir d'une dizaine d'années, et pour les garçons, à partir de 11-12 ans, avant d'entraîner la puberté. Donc on va empêcher la puberté. On utilise pour ça une hormone hypophysaire, un analogue de la LHRH, parce que pour faire rapide, l'hypophyse, qui est un peu le cerveau central, le cerveau endocrinien central, pilote la sécrétion par les gonades, ovaires ou testicules, de la sécrétion des hormones sexuelles, testostérone, progestérone, oestradiol. Et là, on utilise l'hormone du dessus, une hormone, j'allais dire cérébrale, en gros, hypophysaire, pour bloquer l'apparition de la sécrétion de testostérone ou de progestérone et d'oestradiol. Voilà, donc on va inhiber la libération par l'hypophyse de LH et FSH, qui sont les précurseurs des hormones sexuelles. C'est des médicaments qui sont utilisés dans d'autres autres indications. Il y a des indications validées chez les adultes, c'est les cancers hormonodépendants, par exemple le cancer de la prostate, certains fibromes utérins, et en utilisant ces anti-hormones, on peut ralentir la progression de certains cancers hormonodépendants. Donc c'est des traitements qui existent indépendamment de toute dysphorie de genre. C'est aussi utilisé chez les enfants qui souffrent de puberté précoce. La puberté précoce, c'est une maladie qui touche quelques enfants. Notamment, il y a quelques tumeurs cérébrales qui peuvent entraîner des pubertés précoces, très précoces, des petites filles de 4 ans qui ont des saignements vaginaux et qui ont la croissance des règles, la croissance des seins, c'est des pubertés précoces, et on utilise ces anti-hormones dans des indications médicales pour éviter les pubertés précoces. Quels sont les effets secondaires de ces médicaments ? Là encore, il y a la perte de densité osseuse, l'ostéoporose, qui est constante si le traitement est au long cours. Fréquemment, il y a des troubles neuropsychologiques, dépression, instabilité émotionnelle, saute d'humeur. Il peut y avoir des céphalées, des maux de tête, des atteintes digestives, crampes abdominales, nausées. Il y a des modifications de la peau, une acné éventuellement, des bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est comme chez les femmes, ça donne une sorte de ménopause, si vous voulez. Donc ça donne des signes qui ressemblent à la ménopause, finalement, vous voyez. Et il peut y avoir chez les filles des anomalies du vagin avec des inflammations, voire des saignements vaginaux. Et plus rarement d'autres signes. Alors, en théorie, les bloqueurs de puberté sont là pour, c'est le terme que je reprends, éviter l'agonie de la puberté. C'est-à-dire des enfants qui souffrent de dysphorie de genre, au moment où ils vont entamer leur puberté, vont être encore plus malheureux, puisqu'ils vont encore plus se rapprocher de l'image qu'ils ne veulent pas d'eux-mêmes. On dit aussi que c'est censé permettre une pause, puisque ces bloqueurs du puberté sont censés être réversibles. Et donc, ça permet à l'enfant d'attendre, de réfléchir, de ne pas être confronté à quelque chose de plus terrible encore, et de prendre son temps pour décider ce qu'il va faire. Les bloqueurs de puberté sont effectivement assez réversibles, du moins réversibles pendant un certain temps.
c'est un arrêt. Et c'est censé faciliter l'attribution de l'autre sexe en évitant que les caractères sexuels secondaires soient encore plus masculins ou féminins. En réalité, il y a une irréversibilité de certains changements. Alors, la maturation sexuelle, évidemment, parce que quand on prend du retard, on ne le rattrape pas forcément. Notamment le volume sur les organes sexuels secondaires, leur changement d'aspect et de couleur. Vous savez que les organes sexuels secondaires, chez les enfants, ont une couleur qui change au moment de la puberté. En fait, le pénis, les testicules s'assombrissent, et chez les filles aussi, les grandes lèvres deviennent plus sombres, donc la couleur de la peau change, et ça peut être irréversible. La maturation osseuse, on l'a dit, ça c'est grave parce que ça n'a rien à voir directement avec le sexe, mais les os, on en a besoin toute notre vie, hein, c'est quand même ce qui nous tient. Donc des enfants qui ont une ostéoporose, ça paraît peut-être pas grave, mais ils vont être rattrapés à l'âge où l'ostéoporose devient grave, 40, 50, 60 ans, par une ostéoporose précoce. Et ça, c'est quelque chose qui sera définitif. La maturation cérébrale. Alors ça, c'est quelque chose qui est mal connu, mais qui est très intéressant. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, j'ai beau être neurochirurgien et neurologue, donc je m'intéresse à ces problèmes, mais la maturation cérébrale est certainement liée aux hormones sexuelles. Et le fait d'arrêter la puberté va donner des enfants qui restent des enfants. Psychologiquement, vous savez bien que les adolescents et les adultes ne sont pas des enfants. Hein, intellectuellement aussi, donc il semble qu'il y ait des choses qui ne se fassent pas. Il y a des choses qui doivent se faire en temps et en heure à la puberté. Et si ça ne se fait pas, est-ce que ça se fera? Et évidemment, je dis maturation cérébrale, il y a aussi la maturation émotionnelle qui ne se fait pas à l'adolescence, d'autant que c'est des enfants qui vont être coupés de l'évolution normale de la puberté, et ils vont rester petits enfants finalement à l'âge où les autres enfants vont entrer dans ce processus de maturation émotionnelle et cérébrale. Peut-être difficile, hein, je ne dis pas que la puberté est quelque chose de facile, pour beaucoup d'entre nous ça a été difficile, l'âge bête, l'âge difficile, mais enfin c'est quelque chose qui fait partie de la condition humaine, et si on refuse cette maturation de la condition humaine, ça ne se fera pas. Donc il y a un risque cognitif, il y a un risque émotionnel, il y a un décalage entre les développements psychologiques, le développement physique, le développement social. Bizarrement, alors là, il semble qu'il y ait des problèmes pour les futures chirurgies de réassignation sexuelle. Alors là, ça paraissait incroyable, du moins la chirurgie dite du bas. En fait, les organes sexuels ont un volume chez les adultes, et ce volume va être utilisé en cas où on fait réellement une chirurgie. Je vais vous en parler maintenant. On utilise les organes tels qu'ils sont, et s'ils sont restés tout petits, comme chez des enfants, on ne peut pas en faire grand-chose. Je vais en parler maintenant. Là, c'est un effet secondaire assez bizarre, mais assez contre-intuitif, mais ça semble la réalité. Enfin, la dernière chose, c'est que la réversibilité complète, la pause, ça c'est un immense mensonge. Quand on regarde des gosses qui ont eu des bloqueurs de puberté, c'est un premier pas vers la transition hormono-chirurgicale dans plus de 90% des cas. Donc 9 enfants sur 10 qui ont commencé à prendre des bloqueurs de la puberté, en fait, sont entraînés jusqu'à la transition complète. Voilà, les bloqueurs de puberté, ils ne permettent pas une pause, ils commencent une transition dans l'immense majorité des cas. Voilà pour l'endocrinologie. Maintenant, je vais parler un peu de la chirurgie. Si j'ai encore un peu de temps, mais j'en ai. 5 minutes, oh là là, ça va être dur. La chirurgie du haut, c'est simple, c'est les seins, on les enlève chez les filles, on les met chez les garçons. En fait, il ne suffit pas d'enlever la glande, il faut aussi modifier le mamelon, parce que le mamelon est différent chez un homme et chez une femme. Donc il faut toujours une reconstruction dans un sens ou dans l'autre du mamelon. La chirurgie du bas est évidemment beaucoup plus ambitieuse. Alors, la chirurgie, dans notre pays, ne se fait pas chez les enfants. C'est interdit avant l'âge de 18 ans, mais dès 18 ans, on est un adulte. On pourrait éventuellement faire cette chirurgie. Dans d'autres pays, notamment les États-Unis, c'est beaucoup plus précoce et il y a des mastectomies qui sont faites chez des adolescents à partir de l'âge de 13-14 ans. Mais en France, ça n'est pas autorisé. Chirurgie du bas. Pour les hommes qui veulent devenir femmes, donc c'est la chirurgie féminisante, la vaginoplastie, eh bien il faut enlever et créer. Enlever les testicules, ablation des testicules, enlever le pénis et créer un néovagin, c'est-à-dire creuser, une cavité. Il faut inverser la peau. Alors le problème de cette cavité, c'est qu'elle est vue comme une blessure. Donc en fait, c'est un creux dans le corps
qu'on va créer, qui ressemble à un vagin, qui n'est pas vraiment un vagin, puisqu'il est borne. Il ne va pas vers un utérus, évidemment. Donc c'est un creux. Il faut faire une peau, une muqueuse. Alors ça peut être fait avec la peau du pénis et du prépuce, qui est quand même assez fine, mais qui n'est pas une vraie muqueuse, ou ça peut être fait avec une greffe de peau, mais à ce moment-là, ce n'est pas une peau, ou un fragment de côlon. Le clitoris peut être utilisé pour sculpter un gland du pénis. Le scrotum va être fabriqué, va être transformé pour faire quelque chose qui ressemble à des grandes lèvres. Ça s'appelle la labiaplastie. En fait, on va sculpter des lèvres. Au problème, au long cours, c'est que ce creux est vu comme une blessure et donc il faudra entretenir de manière définitive cette dilatation quotidiennement avec un dilatateur qui peut être rigide ou gonflable, sinon le vagin se rétracte et se cicatrise en quelque sorte. Il y a un gros problème qui est la lubrification, car cette peau n'est pas lisse et humide comme l'est la muqueuse du vagin. Et il faudra faire aussi, semble-t-il, des lavements vaginaux, parce que sinon il y a des problèmes d'infection et de mauvaises odeurs constantes. Donc l'aspect extérieur peut être relativement réussi. Il y a le problème de l'entretien de la dilatation. Pour les rapports sexuels, il y a le problème grave de la lubrification, la sensibilité. Alors moi, je m'intéresse à la sensibilité parce que je sais ce que c'est qu'une cicatrice. En tant que neurologue, je sais aussi ce que c'est l'innervation, les nerfs qui sont dans la peau, si vous voulez. Quand vous prenez une peau et que vous en faites une cicatrice, cette cicatrice est insensible. Donc vous voyez dans les rapports sexuels, si la peau de ce vagin est insensible, le plaisir est probablement assez faible. On a du mal à croire que ça donne beaucoup de plaisir. Et évidemment, une stérilité, c'est-à-dire qu'un vagin qui ne va pas vers un utérus et des ovaires ne permet pas la fonction génésique. Beaucoup de complications. Je les ai listées, je n'ai pas le temps, donc je vous laisse les lire, mais il y en a beaucoup, comme vous pouvez imaginer. Notamment les fistules, les infections, les prolapsus, et les troubles urinaires, avec des troubles, soit une incontinence, soit une dysurie. Allons de l'autre sens, la fabrication masculine. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Alors bien sûr, il faut enlever, hystérectomie, vaginectomie, ovarictomie. Et puis, il y a deux possibilités. On peut faire quelque chose qui ressemble un petit peu à partir du clitoris, c'est ce qu'on appelle la métoïdioplastie, ou métadoioplastie. Alors, il dit souvent méta, on comprend parce que le mot est quand même compliqué. Il s'agit d'abord de donner un traitement hormonal, de la testostérone, pour faire grossir le clitoris. Et une fois que le clitoris a grossi, il peut arriver à 4-5 cm, on peut le libérer et le tirer en fait en position pour ressembler à un pénis. C'est la libération clitoridienne. Il faudra étendre l'urètre à partir de muqueuses vaginales, digestives ou buccales, et on met ou pas un implant pour que le clitoris ressemble un peu plus à un pénis. Ça, c'est la métaïdoplastie. Et il y a la phalloplastie qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Là, c'est vraiment de la chirurgie reconstructrice. On va faire ce qu'on appelle un lambeau. On va prendre sur le corps, notamment sur l'avant-bras en général, ça s'appelle un lambeau chinois. On prend un bout de peau du bras avec un peu de muscle et on va enrouler ça pour fabriquer un pénis. C'est un greffon libre, musculo-cutané. Il y a de la microchirurgie là-dedans. En fait, on fait une anastomose entre l'artère et la veine pour faire un pénis. Il faut aussi étendre l'urètre, faire des implants péniens, parce qu'évidemment, ça, c'est complètement non érectile. Pour le scrotum, on va fabriquer quelque chose qui ressemble à des testicules en mettant un implant testiculaire et en utilisant la peau des grandes lèvres qui sont refermées sur elles-mêmes pour faire quelque chose qui ressemble à des testicules. Alors, dans les deux cas, la métoïdoplastie est moins agressive, vous voulez, elle garde quand même le clitoris qui ressemble à un pénis et qui a une espèce qui est assez érectible, mais qui ne permet pas la pénétration, mais qui a des sensations. Quant à la phalloplastie, c'est vraiment de la grosse chirurgie, donc ça donne quelque chose qui ressemble davantage, l'apparence ressemble davantage à un pénis, l'efficacité est sans doute assez faible, il n'y a pas d'érection possible, donc il faut utiliser un implant pénien. Ça permet la pénétration, les sensations sont certainement très faibles. Il y a beaucoup de complications, notamment des complications de thrombose et de perte de cette zone. J'insiste sur le fait que le bas du corps, il y a pas mal d'autres fonctions que la fonction sexuelle, notamment les fonctions, le fait d'uriner et de déféquer. Donc c'est moyennement propre, donc ça s'infecte beaucoup. Sans parler du confort avec tout ça.
Un mot uniquement pour vous signaler la chirurgie esthétique générale. Le visage, le larynx, la voix, et le corps notamment. On peut mettre de la graisse là où il en manque ou en enlever. On peut à peu près tout faire, refaire toute la forme du visage. Et ça, c'est aussi très possible, parce que puisqu'il s'agit d'une chirurgie de l'apparence du visage est très importante. Bon, alors j'ai plus beaucoup de temps pour faire la discussion, mais je vais juste citer, puisqu'on va discuter ensemble, les points qui m'intéressaient. J'ai fait une discussion en 2 temps, le point de vue du patient, le point de vue des médecins. Dans le point de vue du patient, je redis entre être et paraître. C'est vraiment une chirurgie de l'apparence. La fonction et l'apparence. J'ai redit sur la fonction sexuelle, elle est certainement très dysfonctionnelle par rapport à ce qu'on a naturellement. On ne peut sans doute pas faire grand-chose avec ces organes qui ressemblent plus qu'ils n'apportent une fonction. Il y a aussi une tension entre le corps sain, qui était celui de la personne qui s'est soumise à tous ces traitements, et un corps qui ressemble assez à un corps malade. Les chirurgies du bas viennent de la chirurgie reconstructrice. La chirurgie plastique et reconstructrice, c'est une magnifique chirurgie. On reconstruit, ça vient des gueules cassées, vous savez bien, la chirurgie plastique. Et puis des gens qui ont été blessés dans leur intégrité corporelle. Donc toutes ces techniques ont d'abord été mises au point pour réparer des gens réellement malades. Donc c'est d'ailleurs assez extraordinaire. Mais ça avait pour but de s'adresser à des gens qui étaient malades. Il y a la question de la disponibilité du corps. Est-ce que le corps est disponible? Est-ce qu'il vous appartient? Est-ce que vous pouvez en faire n'importe quoi? Le problème de la mutilation volontaire, si vous voulez. Il y a le problème des désirs abstraits et des réalités concrètes. Est-ce que les personnes, et notamment les enfants, peuvent comprendre réellement tout ça? J'ai essayé d'aller vite, j'ai été obligée d'aller vite. Vous n'avez pas mis de photos, j'ai mis des mots, j'ai essayé de mettre des mots, mais comprendre tout ça, c'est quand même assez difficile. Notamment le problème du rapport bénéfice-risque. Les risques. Vous aviez un organe qui était sain mais qui ne vous plaisait pas, il était, paraît-il, moche, selon votre point de vue. Et là, vous allez avoir un nouvel organe, sans doute assez malade, très malade. En plus, il y a le long terme, le très 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 long terme, c'est pour toute la vie ce genre de choses. Donc la capacité du patient, et bien sûr quand il est un enfant c'est encore pire, à prendre des grandes décisions est très discutable. J'aurais aimé parler du point de vue des médecins. J'espère que dans la discussion on va en parler. D'abord, il faut dire qu'il y a une variété des points de vue. On n'est pas monolithique. Il y a plusieurs spécialités, on est tous différents, on a tous notre avis. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est quand même dans une question comment différencier le bien et le mal. On veut répondre à une demande. Il y a une volonté d'aider, d'être progressiste. C'est notre but en tant que médecin, on veut aider. Donc, si on nous demande quelque chose, on essaie d'aider, on est en plus assez inventif, vous savez. On veut être progressiste, on a peur d'être transphobe, il y a la pression des associations, des militants. Vous avez parlé du marché porteur. En France, sincèrement, je crois que ce n'est pas très important. On est plutôt porté par notre désir d'aider, sincèrement. Mais il faut bien voir, notamment dans la chirurgie, qu'il y a un côté défi, il y a un challenge. Je vous ai dit qu'on aimait notre métier, on est inventif. Nous autres chirurgiens, on est des techniciens. Il y a ce que j'appellerais la séduction de la technique. Et donc tout ça fait un stress éthique. On ne sait pas trop où est le bien et le mal. On fait plein de choses, on veut faire, on nous pousse à faire, et on va faire. Et parfois, on fera avant de se rendre compte que peut-être on a mal fait. Voilà, j'ai un peu débordé, mais merci on va pouvoir beaucoup. Discuter. Présentation très intéressante, on aurait aimé vous donner plus de temps aussi.